Donc bonsoir chers collègues, je remercie toutes les personnes présentes qui sont restées par intérêt, peut-être par curiosité pour savoir s'il existait vraiment des outils qualité dans les organismes de formation pour les professionnels de bibliothèque. Lorsque j'ai préparé cette journée d'études, pardon, excusez-moi, je suis en train de préparer aussi une journée d'études des promus, donc je m'excuse. Lorsque j'ai préparé cette table ronde, avec les intervenantes, donc dans les discussions, on a un peu débordé du concept d'outils pour vraiment discuter d'une démarche qualité. Donc si vous le voulez bien, autour de la table ronde, on va plutôt parler de concept. On va plutôt parler d'une démarche au travers de retours d'expérience, de réflexion engagée et de pratique. Je suis avec donc Madame Marcerou Ramel, donc, qui est la directrice des études et des stages de l'ENSIB, Madame Brigitte Renouf, directrice du SCD de Saint-Étienne et membre de la commission évaluation des métiers et des compétences à la DBU, de Madame Magali Weistrofer, directrice adjointe chargée des formations à l'INET, et de Madame Colline Renaudin, directrice de Mediadoc. Donc je vais d'abord laisser chaque personne se présenter et peut-être nous dire un petit peu leur ressenti par rapport à cette journée. Qui veut commencer ? Écoutez, je vais commencer. Il faut bien parler devant le micro, oui, c'est bon. Bon, donc, comme l'a dit Gladys, je m'appelle Brigitte Renouf, directrice du service commun de la documentation de Saint-Étienne. Je suis là plutôt, je peux faire part de mon expérience de responsable d'établissement en matière de formation et de démarche qualité. Je suis là également aussi en tant que membre de la commission. Je pense qu'on apportera une voie peut-être un peu différente, une alternative, de par les activités de cette commission. J'aurai l'occasion, je pense, de présenter des démarches un petit peu différentes et alternatives en matière de formation. Pour ce qui est de mon sentiment par rapport à cette journée, c'est que pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai trouvé que les deux interventions de ce matin étaient tout à fait riches et intéressantes, et notamment puisqu'il était question d'outils, l'intervention sur les différentes modalités, les différentes étapes d'une démarche d'évaluation et d'une démarche de qualité ont été intéressantes pour moi. L'ouverture l'après-midi avec nos collègues de Suisse et de Belgique était, à mon sens, une ouverture bienvenue pour dépasser le simple périmètre franco-français. Oui, et puis cette ouverture nous permet de voir qu'il y a encore du travail à mener pour formaliser nos démarches. Moi, j'ai retenu plusieurs fois le mot démarche empirique, et je pense que nous sommes autant dans l'expérimentation que dans la formalisation d'un processus qualité, en tout cas à l'ENSIB. Donc moi aussi, j'ai pris énormément ce matin beaucoup d'intérêt à entendre formaliser une démarche qualité dont je reconnais que nous sommes loin et dont je ne suis pas sûre d'ailleurs que nous souhaiterions nous engager à fond dans une telle démarche. Nous expérimentons des outils, nous les mettons en place, je vais y revenir dans quelques minutes, et on a sans doute à formaliser encore cette démarche, et cette journée ne peut que nous aider à le faire. Bien, bonjour à tous, moi je m'appelle Magali Weistrofer, je suis directrice de la formation à l'INET de Strasbourg. Donc à l'INET, nous assurons la formation des conservateurs territoriaux des bibliothèques, des conservateurs territoriaux du patrimoine, des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux pour la formation initiale. Nous avons également une offre de formation continue qui se décline en 3 cycles et 85 modules de 3 jours. Essentiellement sur le management et le pilotage stratégique. Et donc l'INET appartient au CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, qui a un mode de financement un peu spécifique dans l'univers de la formation, puisqu'on collecte
un pourcentage de la masse salariale auprès des collectivités et qu'on rend cette cotisation sous forme de prestation de formation. Voilà. Et sur la journée, alors moi je trouve très intéressant qu'on se pose aujourd'hui la question de la qualité à un moment où la formation évolue beaucoup, notamment avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, le distanciel, le numérique, le digital. Je crois que la question de la qualité reste au cœur de la préoccupation des équipes pédagogiques et je trouve formidable qu'on puisse en échanger comme ça entre nous. Bonjour, donc Colline Renaudin, je suis directrice de Mediadoc qui est un centre régional de formation en carrière de bibliothèque, donc qui est à Toulouse. On travaille pour la région Occitanie, donc on est 12 centres régionaux. Je pense que vous connaissez les plus connus, Mediadis, Mediatronalp, et donc on travaille évidemment, donc on fait de la formation continue pour les personnels de bibliothèque, de l'enseignement supérieur, mais aussi pour les personnels territoriaux. Et on fait des préparations au concours, c'est l'essentiel de nos activités, voilà, du conseil pour les personnes désirant travailler en bibliothèque. Et donc j'ai pas de choses, je rejoins ce que vous avez dit sur la journée. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur cette notion de démarche qualité, sur le fait de est-ce qu'on veut vraiment aller au bout d'une démarche qualité très contrainte, très fixe comme ça, quand on doit répondre à des besoins de formation qui sont mouvants. Voilà. Je pense qu'on doit parler de ça là maintenant. On va peut-être utiliser les micros. Voilà. Donc, si je comprends bien, donc aucun organisme n'est vraiment inscrit dans une démarche qualité au sens de processus de mise en œuvre pour implanter donc un système qualité ou obtenir une certification. Mais est-ce que vous avez quand même des exemples d'actions qui pourraient illustrer cette démarche qualité et peut-être nous expliquer les limites? Alors nous, à l'INET, on a expérimenté, vous m'entendez? Oui. On a expérimenté une certification avec un organisme international qui s'appelle ICAPA. Donc on a accueilli au mois de septembre dernier une double équipe ICAPA et APA pour certifier la partie formation des administrateurs territoriaux qui est délivrée à l'INET. Et donc je peux partager avec vous l'expérience de cette visite de certification. Alors la démarche a commencé par un travail écrit qu'on a dû fournir sur de vastes items de notre formation. Moi j'étais un petit peu concentrée sur les aspects pédagogiques, objectifs, contenus des formations, mais il y avait également des items sur la vie de l'élève, sur les aspects logistiques, sur les anciens élèves, les alumni. Il y avait vraiment un aspect très 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 global qui était pris en compte dans ce référentiel de certification internationale. Les personnes qui sont venues venaient de différents horizons, essentiellement des universitaires. On avait un Américain de l'université de Miami, on avait 2 collègues qui venaient de l'université de Belgique, également une représentante de l'université de Bulgarie. Et on a vécu donc cette expérience sur 3 jours à l'Institut au niveau de l'INET et puis sur 2 jours au niveau du siège CNFPT parce qu'ils souhaitaient rencontrer l'ensemble des interlocuteurs. Ça allait de certains de nos intervenants, aux conseillers formation, aux élèves, aux stagiaires, aux associations professionnelles. Ils ont également rencontré des anciens élèves, des collectivités territoriales, donc des employeurs. Et puis aussi les services ressources, finances, RH, logistique, donc un prisme vraiment très 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 large. Ce que ça nous a apporté, c'était assez riche. Je rebondirai sur l'intervention inaugurale de ce matin parce que ça remonte aux équipes la façon dont on travaille ensemble, le sens et ce vers quoi on travaille ensemble. Et puis on a eu aussi, bien sûr, puisqu'on a obtenu notre certification il y a quelques semaines, des préconisations qui sont très intéressantes parce qu'elles nous permettent d'exploiter, d'enrichir, d'améliorer la formation. Par exemple, on nous a demandé de développer l'aspect, je dirais, fracture sociale dans nos enseignements, travailler davantage certaines politiques publiques sur les décrochés qui peuvent exister dans la société. Donc c'était un apport vraiment assez enrichissant pour nous.
Et puis on a eu quelques surprises, quelques étonnements au départ, parce que je dois préciser que ces démarches se font à 100% en anglais, que dans la territoriale, c'est pas forcément une pratique qu'on a au quotidien, donc ça a demandé, c'était un petit challenge pour les équipes de pouvoir présenter dans le détail et vraiment avec des éléments de contenu poussés ce qu'était la formation, son état d'esprit, les attendus, les objectifs, l'employabilité des élèves en anglais. Et puis les retours, c'était des retours d'universitaires qui étaient très étonnés de notre modèle où les élèves sont salariés, où on n'a pas de centre de documentation en tant que tel au sein de notre école qui est l'INET, puisque on est mutualisé, on a des partenariats alors avec notamment l'ENA, avec bientôt l'ENSIB pour l'aspect ressources. Et puis des universitaires qui étaient aussi étonnés de notre modèle où l'évaluation des compétences se faisait à l'entrée en formation, au moment du concours d'entrée, et où l'employabilité était sur un mode autre que ce qu'ils avaient pu voir aussi en France, puisque nous, les élèves doivent candidater sur des offres d'emploi que proposent les collectivités. Donc tout cet échange du début était très intéressant parce qu'on voyait un petit peu quelque part aussi la spécificité de notre modèle par rapport à des critères internationaux. Alors on a quand même eu cette certification, donc ça c'était aussi une satisfaction et puis peut-être aussi le gage d'une meilleure visibilité de notre école, de notre formation et donc de nos élèves. Donc voilà pour cette petite expérience sur l'aspect proprement dit certification, accréditation. Peut-être juste un petit mot sur ce qu'on déploie par ailleurs, parce qu'on s'est rendu compte en fait avec cette démarche qu'on faisait beaucoup de choses, qu'elle est dans le sens d'une démarche qualité sans pour autant les avoir travaillées comme telles. C'est le côté un petit peu empirique qu'évoquait Nathalie. Alors nous on a depuis plusieurs années un conseil de perfectionnement qui se réunit chaque trimestre, qui réunit à la fois les représentants des professionnels de la fonction publique territoriale, donc ABF, AITF, AATF, qui sont les grandes organisations professionnelles pour les trois filières que j'évoquais tout à l'heure. On a également des représentants universitaires dans ce conseil de perfectionnement, des représentants des élèves, alors qui commencent à être nombreux parce que, comme je le disais, on a trois filières. On a la spécificité des conservateurs bibliothèques et patrimoine, et puis on a aussi des chevauchements de promotion, puisque sur conservateurs et administrateurs, on est sur des promotions de 18 mois. Donc il arrive qu'on ait une quinzaine de représentants d'élèves dans le conseil de perfectionnement, ce qui nous amène aussi à un travail vraiment de dialogue et de discussion avec les élèves. Puis on a bien sûr des représentants du CNFPT et de l'INET pour participer à ces échanges dans le cadre de ces conseils de perfectionnement. On a aussi mis en place un volet formation des formateurs. Alors là, on s'appuie sur notre établissement public national qui est le CNFPT, qui a une direction de l'ingénierie qui est assez poussée, qui travaille beaucoup sur le développement des métiers, qui produit un répertoire national des métiers pour la fonction publique territoriale, qui nous permet, nous, d'appuyer tous nos référentiels de compétences pour les formations. On a aussi l'appui des pôles de compétences, parce que c'est comme ça que travaille le CNFPT. On a un pôle de compétences culture qui est logé à l'INSET de Nancy, qui a toute la vision prospective sur l'évolution des métiers en lien avec les collectivités, puisque c'est travailler avec des groupes d'experts et des professionnels en lien avec les collectivités. Et puis il y a tout le travail, je dirais, mais je pourrais revenir sur ces expériences si c'est souhaité à un moment du débat, tout le travail d'évaluation qu'on a beaucoup évoqué tout à l'heure, évaluation à chaud, à froid. On a un système qui s'appelle AppliCrea, qui est inspiré du modèle Kirkpatrick. Et puis tout le volet, je dirais, qui nous tient à cœur et qui est partie prenante de ces démarches qualité, qui est le volet travail avec les élèves en fait sur l'évolution de la formation. On le fait déjà en amont de la formation via une pré-rentrée qu'on a mis en place pour la première fois cette année en distanciel, c'est-à-dire on commence à présenter la formation avant que les élèves n'arrivent. Ça leur permet un petit peu d'assimiler ce qu'on va leur proposer, puis nous ça permet un petit peu de voir les différents profils et ce qu'on va pouvoir leur apporter. On a certains temps de co-conception de formation, ça se développe tout doucement. J'en ai animé un en décembre dernier par exemple avec les lauréats de l'examen professionnel d'administrateur territorial, où on a fait un temps de co-conception sur ce que pourrait être un module commun collectif, puisqu'au jour d'aujourd'hui ils ont plus un accompagnement je dirais individuel, où ils viennent piocher dans notre catalogue de formation. Et puis d'autre part on a des temps
je dirais, post-formation, puisque nous, on fait des retours de promotion à 1 an, 3 ans et 10 ans, qui nous permettent déjà de garder le contact avec nos anciens élèves, puisque c'est aussi notre réseau métier, et ça, c'est très important. Mais ça permet aussi d'avoir leur regard sur la formation a posteriori, au-delà de ce qu'on évoquait tout à l'heure, notamment dans l'introduction de Monsieur Alix, puisqu'on est aussi membre du RESP, et on participe aussi à cette étude, je dirais, employeur-élève à 6-10 mois à la sortie de formation, qui nous permet de porter un regard dessus. Donc voilà, c'est tout un panel d'outils, mais en fait, on se rend compte que finalement, une démarche, je dirais, de qualité, c'est l'esprit général qui est porté par tous ces outils. Et puis, c'est cette dynamique d'essai d'amélioration au fur et à mesure de la formation. Réagir ? Oui, donc nous, on n'a pas non plus de démarche qualité normalisée en tant que telle, comme je le disais tout à l'heure. En revanche, effectivement, on a tout un tas d'outils qu'on essaie d'utiliser plus ou moins bien pour mettre en place des formations qui correspondent aux besoins de nos publics, et que sont donc principalement les personnels en poste des bibliothèques. Donc, on travaille avec les correspondants formation, évidemment, qui nous font remonter leurs besoins. Les besoins des établissements. Voilà, et puis on essaie de mettre en place des formations de qualité en termes de contenu, mais aussi en termes d'animation pédagogique, puisque on voit de plus en plus que les formations descendantes ne sont plus plébiscitées, et donc on essaie de mettre en place des animations un peu différentes dans nos formations, et on évalue effectivement à chaud, puis dans un deuxième temps, donc on évalue par des questionnaires d'évaluation en ligne, mais aussi par des retours en direct des stagiaires. Voilà. Et puis des formateurs aussi, puisque le retour des formateurs est pour nous important également, pour voir comment s'est passée l'interaction avec le groupe. C'est toujours des choses qui sont importantes pour nous. Donc on voit bien que la démarche qualité sert à apporter du sens à l'action, à mettre de la transversalité. Au niveau de la DBU et de la commission métier, comment ça se concrétise ? Alors en fait, la commission ADBU, c'est actuellement en fait 8 personnes. C'est une équipe qui est composée de directeurs du SCD, d'adjoints au directeur, et puis aussi des encadrants intermédiaires. Donc je dirais que nous, notre préoccupation, c'est une préoccupation de terrain, d'encadrants qui sont en charge de proposer des services et de servir une communauté universitaire. Et dans cette commission métier, le périmètre d'activité que l'on s'est donné, c'est de réfléchir en fait à comment on peut faire évoluer les missions, les compétences des personnels qui travaillent en BU pour assurer au mieux nos missions. Donc pour conduire cette réflexion, on s'est appuyé très largement sur nos pratiques, nos savoir-faire, notre expérience. Ce qu'on souhaitait aussi, c'était mutualiser des méthodes de travail un peu innovantes. Qu'est-ce que c'est que le management par la qualité et qu'est-ce que ça implique au niveau de la formation? Comment on peut intégrer la formation dans un management de qualité? C'est mutualiser aussi des outils. Donc en gros, la commission métier pilotée par Nathalie Claus était une commission bac à sable, comme on l'appelait, donc une commission qui testait au sein de son propre groupe des méthodes. C'est un incubateur, c'est un laboratoire pour implanter de la formation dans la conduite de projets de nos équipes. Donc des projets, une méthode finalement assez pratique et pragmatique en lien avec le terrain. Donc si on peut résumer ce qu'on fait dans cette commission, c'est d'une part, on repère des méthodes de travail qui nous paraissent intéressantes, et de ce fait, l'UX a été un fil rouge tout au long du travail de la commission.
L'UX, le design de service nous a paru intéressant parce que en termes de management, ça permet de mobiliser des équipes sur des projets concrets, très pratiques. C'est un moyen aussi d'approcher différemment les services au public, de renouveler un peu notre approche de la conception des services. C'est aussi une façon de travailler qui est très pratico-pratique, donc qui est facile pour les équipes, qui est peu coûteuse aussi. Donc ça a été un fil rouge. Nous avons voulu aussi organiser, donc on a travaillé à l'organisation d'événements, d'ateliers, donc tournés autour de l'UX. On a fait une formation, disons que c'était comment préparer autrement son entretien professionnel. Donc là aussi, il y a un lien avec la formation. Ça a été également de produire des outils, donc des outils que l'on a diffusés dans le cadre des congrès de la DBU, qu'il s'agisse justement du kit de préparation de l'entretien professionnel ou des cartes, du jeu de cartes référence qui permet de jouer avec les compétences dans le cadre d'ateliers. Au niveau de l'ENSIB, qu'est-ce qu'il en est? Alors, je vais rejoindre certaines choses que Magali a pu dire pour l'INET. Et en tout cas, le sentiment qu'elle a, je le partage. C'est-à-dire qu'on a mis en place des outils de la qualité, parfois même sans le savoir. Et que petit à petit, ça se structure en démarche. Alors, déjà, quand on parle de formation à l'ENSIB, il faut bien se souvenir, garder en mémoire qu'il y a 3 pôles. La formation initiale des élèves fonctionnaires, enfin des fonctionnaires stagiaires, bibliothécaires, conservateurs d'État de la ville de Paris, les masters et diplômes d'établissement de maintenant, et la formation tout au long de la vie. Donc quand on parle de qualité dans les formations, on doit avoir une démarche transversale par rapport à ces 3 pôles qui ne mettent pas en jeu toujours les mêmes publics, les mêmes attentes et les mêmes formats de formation, les mêmes méthodes pédagogiques. Donc, et pour gérer l'ensemble de ces 3 pôles, et les pôles supports qui viennent étayer cette offre, nous sommes 18, ce qui, quand on compare aux effectifs qu'on a pu avoir en tête ce matin, est parfois assez limité. Alors, il se trouve que et le directeur et moi-même, lui en 2015, moi en 2016, nous sommes arrivés avec un objectif d'amélioration de l'offre de formation de l'ENSIB. On peut dire que déjà c'était inscrit dans notre feuille de route. Donc on a commencé par une phase de diagnostic qui avait peut-être même commencé d'ailleurs avant que l'on prenne nos fonctions, lui et moi. Et cette phase de diagnostic dont l'importance a été rappelée ce matin pendant les 2 propos introductifs, nous a pris un certain temps et elle s'est faite avec les communautés professionnelles. On a beaucoup échangé avec les professionnels en poste, avec les associations qui les représentent, notamment la DBU. On a monté des groupes de travail internes, on a associé des personnes extérieures, des personnes en formation. On a fait une étude approfondie des enquêtes qui existaient, des enquêtes de sortie à 1 an, notamment pour les fonctionnaires stagiaires. On a fait aussi un benchmarking assez approfondi avec les établissements comparables à l'ENSIB. Et tout ça, c'est venu alimenter notre réflexion et les pistes d'amélioration qu'on a mis en œuvre après. Ensuite, la formation à l'ENSIB fait partie d'un outil de pilotage plus global dont M. Alix a déjà parlé un petit peu ce matin, c'est le projet d'établissement de l'école. Dans ce projet d'établissement qui est conçu comme vraiment un outil de pilotage, la formation est fortement concernée par 2 objectifs stratégiques sur les 6. Le premier qui s'appelle développer, enrichir et renouveler l'offre de formation autour de l'innovation pédagogique, et l'objectif stratégique 4 qui s'appelle accompagner les élèves et étudiants et favoriser leur insertion professionnelle. Ces objectifs stratégiques ont fait l'objet d'analyses dans des groupes de travail internes et ils ont été déclinés eux-mêmes en objectifs opérationnels. Donc aux études, nous sommes chargés de coordonner 8 objectifs opérationnels pour l'objectif stratégique 1. Par exemple, le 3e, c'est projet d'évolution des formations d'élèves fonctionnaires pour les adapter aux évolutions des métiers, des emplois et des statuts. Le 6, c'est mise en place d'outils d'évaluation et de suivi de la qualité des formations et des enseignements.
L'objectif stratégie 4, lui, il est décliné en 5 objectifs opérationnels. Donc à travers 13 objectifs opérationnels, nous suivons la progression de la démarche que nous mettons en place pour améliorer la qualité des formations. Et nous sommes d'ailleurs en train d'élaborer les fiches de suivi du projet d'établissement. Nous venons de terminer une première version de ces fiches de suivi. Et pour nous, ça fait partie des outils de la qualité, puisque même si ce sont des outils internes, ça nous permet vraiment d'assurer la progressivité de notre démarche. Et puis, nous avons développé un certain nombre d'outils d'évaluation, de suivi de la qualité des formations, référentiel de formation. Nous avons, à l'occasion du dépôt d'un dossier de demande d'attribution du grade master au diplôme de conservateur, construit un référentiel de formation pour le DCB. Vous me direz que mieux vaut tard que jamais, puisque la formation existe depuis longtemps, mais ce référentiel n'existait pas. Il nous a demandé 1 an de travail, une méthodologie, une confrontation, une formation aussi, un suivi des formations pour apprendre à construire ces référentiels. Et maintenant qu'on a ce référentiel, on va pouvoir le dupliquer, l'adapter pour les autres formations dispensées à l'ENSIB. On a mis en place les conseils de perfectionnement ou conseils des professionnels. Nous, pour les formations de fonctionnaires, on a opté pour des conseils de professionnels dans lesquels on fait intervenir les associations, l'inspection générale des bibliothèques, des représentants des promotions antérieures. Les professionnels en cours de formation peuvent être auditionnés par ces conseils, mais ils n'en font pas partie dès le départ. Et ces conseils nous permettent de juger de la bonne adéquation de la formation avec les postes qui sont occupés en sortie d'école ou bien les fonctions qui sont occupées. On a aussi poursuivi notre politique d'évaluation des formations par les apprenants, mais je le disais tout à l'heure pendant la table ronde avec nos collègues belges et suisses, très difficile pour nous d'obtenir des réponses qui soient vraiment en nombre suffisant et de qualité suffisante sans que ce soit péjoratif pour venir alimenter notre réflexion sur les formations. On a aussi, dans le domaine de la formation tout au long de la vie, visé des référencements. On reparlera sans doute du Datadoc, on en a parlé ce matin. Donc l'ENSIB est référencé dans le Datadoc depuis le 1er juillet 2017. Ça a été un gros travail en interne pour répondre aux 21 indicateurs qualité mis en place par le Datadoc, fournir des éléments de preuve et définir d'abord ces éléments de preuve. Là aussi, c'est vraiment la base d'une démarche qualité autour de la formation tout au long de la vie qui s'est formalisée. Et ceci est venu en parallèle de la signature de la charte qualité des formations tout au long de la vie de l'UDL, parce que nous avons signé cette charte au mois de juin. Et puis je dirais qu'il n'y a pas de démarche qualité si on ne fait pas évoluer l'organisation. Donc en parallèle de cette rénovation de l'offre de formation qui n'est pas terminée, hein, c'est un work in progress, nous avons fait évoluer l'organisation de la direction des études. Nous nous sommes restructurés en pôles, des pôles de formation et puis des pôles support à ces formations. Et nous essayons de travailler à la fois sur l'innovation pédagogique et les contenus de formation. Donc on approche, je dirais, la démarche qualité par plusieurs biais. Nous ne sommes pas allés, contrairement à l'INET, mais je trouve que la démarche qui a été présentée est très intéressante, vers une certification extérieure. Nous y avons pensé. Nous avons d'ailleurs été approchés par un organisme de certification qui s'appelle CELEP. Et je pense qu'on y viendra à un moment ou à un autre, mais nous avions trop de travail et puis de besoin aussi de travailler en interne pour nous confronter, je dirais, à une certification autre que celle que prévoient déjà les instances nationales type HCERES dont on a déjà parlé. Merci. J'en profite donc pour rebondir sur Datadoc, qui donc est lié au 4e critère du décret, qui concerne la qualification professionnelle et la formation continue des personnels chargés de formation. Donc c'est un instrument phare. Alors il semblerait que son existence soit remise en cause, mais bon, pour l'instant c'est une base de données qui existe. Est-ce que à l'INET vous êtes référencé dans Datadoc? Non, on n'est pas référencé dans Datadoc, d'une part parce qu'il y a cette spécificité du mode de financement que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi parce qu'on a développé des outils d'assurance qualité au niveau du CNFPT.
Je l'évoquais tout à l'heure avec les notes sectorielles, avec toutes les instances et la gouvernance, puisque vous l'évoquiez comme un des critères tout à l'heure. Nous, notre offre est toujours soumise au comité régional d'orientation, où sont présents des élus, des représentants des collectivités qui sont les employeurs, et au comité national d'orientation, qui est l'organisme, je dirais, décisionnel au niveau national du CNFPT. Et on a du coup, je dirais, quelque part notre environnement propre et une approche qualité qui est menée à ce niveau-là. Donc moi, je ne connaissais pas Datadoc. Mediadoc, par contre, je crois que vous êtes référencé dans... Nous, on n'est pas référencé directement, c'est l'université qui gère, c'est l'université à laquelle on est rattaché qui gère le référencement Datadoc, comme pour certains CRFCB. Voilà. Et comment trouvez-vous cet outil? Est-ce que Moi, je trouve assez intéressant puisque ça nous oblige, il y a 21 indicateurs donc, dans Datadoc, et ça nous oblige sur ces 21 points à essayer de tendre au moins, de tendre au mieux vers ces indicateurs-là, et du coup à nous donner aussi une grille d'analyse et puis des outils qui sont pertinents dans les formations qu'on propose. Peut-être que je peux compléter sur Datadoc. Pour l'ENSIB, il y avait une nécessité à être référencé puisque on nous expliquait que si nous n'étions pas référencés, nous ne pourrions plus être financés pour certaines de nos formations, que certains, que les OPCA, les opérateurs de financement, ne verraient que les formations référencées dans le Datadoc. Donc il y avait pour nous une certaine urgence même pour pouvoir récupérer de la taxe d'apprentissage, pour pouvoir accepter des gens en formation continue rémunérés par leur entreprise, à être visibles dans le Datadoc. Ce que l'on nous dit aujourd'hui, on a suivi un séminaire pas plus tard que vendredi matin avec l'équipe FTLV sur la réforme de la formation professionnelle qui est en cours. Il est a priori certain que le Datadoc va disparaître, mais pas pour rien. Certainement pour autre chose, pour une autre base qui sera sans doute encore plus contraignante que le Datadoc, puisque l'objectif de la loi, enfin l'un des objectifs, c'est de diminuer le nombre d'organismes de formation. Aujourd'hui en France, on dit qu'il y en aurait 75 000, ce qui paraît énorme, et l'objectif c'est de vraiment obligé à rentrer dans des démarches de preuve telles que les organismes qui ne pourront pas répondre disparaîtront en tant qu'organismes de financement, enfin de formation finançable. Donc nous nous attendons à voir arriver une base dans laquelle il faudra recommencer à s'inscrire. C'est assez difficile pour des organismes publics et puis de petite taille comme l'ENSIB de répondre à l'ensemble des indicateurs et de trouver des éléments de preuve pour montrer qu'on respecte bien tous les indicateurs. Donc on est dans l'attente de l'évolution du Datadoc, mais on nous a bien dit que s'il disparaissait, ce serait pour mieux renaître. Ce matin, il nous a été présenté un outil, le benchmark. J'aimerais savoir si dans le cadre des diagnostics internes qui ont été faits dans vos organisations, est-ce que vous avez réalisé ou est-ce que vous pensez qu'il est pertinent de réaliser un benchmark des compétences en ingénierie de formation nécessaires pour les personnels en charge de la construction des formations. Je pense aux correspondants de formation, je pense aux personnes qui conçoivent des plans de formation. La réponse est oui pour nous. Évidemment que c'est important de pouvoir savoir ce que font les correspondants de formation et puis de les outiller aussi pour arriver à établir les meilleures relations et puis surtout arriver à définir le mieux possible les besoins des agents qui sont en poste. Donc nous, par exemple, on est conventionné avec 16 établissements sur l'ensemble de la région Occitanie. Donc ce sont les grandes universités et puis les écoles d'ingénieurs de la région. Et donc dans chaque établissement, on a un correspondant formation qui a, selon l'établissement, une fonction tout à fait différente. Il peut être au niveau de la direction, donc dans l'équipe de direction, à un niveau stratégique, et puis il peut être juste un simple passeur en fait de
un simple passeur de bulletins d'autorisation, de choses comme ça, ou même de catalogue de formation. Et là, pour le coup, pour nous, c'est très compliqué d'arriver à pouvoir proposer des formations qui soient adaptées aux équipes parce que le correspondant de formation lui-même n'a pas cette professionnalisation du fait de sa position dans l'organigramme. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de travailler avec du coup, les équipes d'encadrants, les directeurs de SCD et puis les directeurs de bibliothèques de grandes écoles, de centres de documentation de grandes écoles, pour qu'on arrive à définir le mieux possible les besoins des équipes en termes de stratégie d'établissement et de projet d'établissement, parce que sinon on ne peut pas répondre au mieux aux besoins. Quelqu'un souhaiterait réagir par rapport à ça? Alors, nous avons, je dois le dire, de moins en moins de relations avec les correspondants formation et nous le regrettons un peu. C'est-à-dire que il y a quelques années, on recevait beaucoup de plans de formation, par exemple. On en reçoit beaucoup moins aujourd'hui. On aimerait bien en recevoir davantage, mais de plus en plus, les plans de formation sont inclus dans les plans de formation des établissements. Et du coup, le correspondant formation n'est plus nécessairement outillé pour nous transmettre quelque chose. Donc, je n'ai pas vraiment d'avis sur les correspondants formation, mais je vais suivre ce que vient de dire Colline. Par contre, s'il s'agit d'étendre cela à l'ensemble des intervenants dans les formations, nous, à l'ENSIB, nous travaillons avec environ 300 intervenants extérieurs par an, donc professionnels en poste, enseignants aussi, mais beaucoup de professionnels en poste. On a fait le choix de ce lien avec les communautés professionnelles. Je pense qu'il serait vraiment très très difficile de leur étendre ce type de démarche. On aimerait vraiment arriver à améliorer la qualité des formations en accompagnant nos intervenants, mais nous sommes très conscients du fait aussi qu'un directeur d'établissement ou un chef de service qui vient intervenir à l'ENSIB va avoir assez peu de temps pour créer une formation innovante, pour transmettre son expérience, et que si on lui en demande trop, il ne viendra plus non plus. Donc on doit trouver un juste équilibre entre ce temps qu'on leur demande et la qualité de ce que l'on peut leur demander. Donc on essaie de réfléchir en interne, d'abord de nous professionnaliser notre propre équipe. Donc j'ai parlé de la réorganisation de la direction des études et des stages. On essaie aussi de s'adjoindre de nouvelles compétences, et notamment des compétences en conseil pédagogique pour pouvoir aider nos intervenants. On voudrait bien arriver à quelque chose comme ça, un intervenant qui doit venir à l'ENSIB fait appel au conseiller pédagogique, à la cellule d'innovation pédagogique, et dit « Voilà, moi j'aimerais bien proposer tel dispositif, est-ce que vous pouvez m'aider, est-ce que vous pouvez me préparer ceci ou cela ?» Pour l'instant, on n'a pas cette compétence, cette cellule d'innovation pédagogique. C'est la marche qui nous manque. On ne désespère pas d'y arriver dans les mois, les années qui viennent. Mais je ne vois pas comment on pourrait, si on continue à inscrire les formations dans ce terrain, comment on pourrait demander à nos intervenants de se professionnaliser davantage. Nous, pour les intervenants, on a mis en place, donc pour tous les intervenants, les formateurs qui interviennent dans nos formations, on a mis en place là, au début de l'année 2018, là, en janvier 2018, un questionnaire préalable pour les stagiaires qui est élaboré avec le formateur et nous. Et donc, j'étais assez réticente, je dois dire quand même, pour la petite histoire, que j'étais assez réticente à ce questionnaire préalable au départ, parce que je me disais, mais ça rajoute encore une autre couche, là, tout ce qu'on demande aux stagiaires et tout ça, là, au bout d'un moment, ça devient vraiment la croix et la bannière pour s'inscrire à une formation, alors qu'on était plutôt dans une tendance d'assouplissement des inscriptions et tout ça. Et finalement, en fait, là, on est en train d'évaluer, du coup, parce qu'on a dit, bon, ok, on fait ça pendant 6 mois, et puis on évalue les retours de ce qu'on a. Et aussi bien ce qu'on a vu tout au long du semestre là, de stagiaires qui en fait s'étaient complètement plantés dans leur inscription à une formation parce qu'ils n'avaient pas lu les objectifs de formation, etc. Et que leur faire remplir un questionnaire, c'est un petit questionnaire, c'est 5 questions, leur faire remplir un questionnaire, finalement, ça nous permettait de dire, là, en fait, on pense que tu t'es trompé et que tu devrais plutôt suivre telle ou telle formation.
Et d'un autre côté, ça permettait aussi de dire, pour nous, de dire aux formateurs, bon ben voilà les attentes des stagiaires, donc est-ce que vous pouvez adapter un peu mieux votre formation, sachant que du coup, ça nous demande des délais aussi plus longs en termes, pour pouvoir proposer la formation, parce qu'évidemment, c'est pas le week-end qui précède la formation qu'on va dire aux formateurs, bon ben là, il faut changer un peu, il faut adapter comme ça, parce que là, les besoins sont comme ça, mais on essaye quand même de le faire, et je pense que malgré toutes les réticences que j'avais en début d'année, je pense qu'on va poursuivre ce questionnaire. On va essayer d'assouplir un peu et puis de mettre un peu plus de souplesse, mais c'est quand même une bonne chose, je pense, pour arriver à fournir une formation qui réponde vraiment aux besoins des stagiaires. Alors pour ma part, je me retrouve beaucoup dans le propos de Nathalie Marcero-Ramel sur cette question de montée en compétence des intervenants. Nous, on a mis en place au niveau du CNFPT, donc dans une démarche portée par l'établissement national, un label qui s'appelle Pédagogie active, qui est proposé à la plupart de nos intervenants, donc qui est un dispositif à deux volets. Un premier volet sur des fondamentaux de la pédagogie et un goût pour l'innovation pédagogique. Et un deuxième niveau qui porte plus sur les éléments de distanciel qu'on injecte aujourd'hui beaucoup dans les modalités pédagogiques pour développer une pédagogie enrichie. Et c'est vraiment une démarche qu'on essaie de promouvoir auprès de nos intervenants, avec la spécificité pour l'INET, comme le disait Nathalie, de certains intervenants qui sont des intervenants, je dirais, de pointe, qui interviennent, nous, très ponctuellement sur des éléments très spécifiques. Je pense notamment sur le management, où on a des grands DGS qui vont intervenir, où c'est très difficile de leur demander de prendre le temps de s'acculturer à ces démarches qui sont quand même, qui demandent une appropriation en amont, un travail de support, voire de la production, et où on veut quand même conserver la qualité de ces interventions. Donc je pense que c'est quelque chose qui est à juguler aussi. Et puis je voulais faire aussi une petite précision sur le volet lien avec les conseillers formation, les plans de formation. On a une petite spécificité au niveau de l'établissement CNFPT, qui est qu'on est organisé, alors je le dis très brièvement, en 5 instituts, donc l'INET pour la formation des A+, 4 INSET qui sont territorialisés à Nancy, Montpellier, Dunkerque et Angers sur les aspects plus thématiques, avec le volet culturel à Nancy, comme je le disais tout à l'heure, et puis les délégations en territoire qui développent davantage les formations pour les catégories B et C. Et ces délégations en territoire, elles ont un ancrage et un lien très fort avec les collectivités. Elles permettent de voir évoluer les besoins, de faire évoluer les référentiels de compétences de formation à travers le référentiel métier, mais elles permettent aussi ponctuellement, quand il y a besoin, de développer, de travailler des intras. Donc voilà, c'est une ressource qu'on a grâce au réseau national CNFPT, qui est que dans les délégations, on a des correspondants en lien avec les collectivités qui sont à même de voir les évolutions, les besoins dans les plans de formation, qui nous permettent, nous, un petit peu de nous alimenter aussi. On parlait de bac à sable tout à l'heure, et qui nous permettent d'adapter nos formations à la perception réelle des acteurs du territoire. Oui, je voulais compléter par rapport au rôle du correspondant formation dans les services communs. Je pense que c'est une fonction qui est importante. Évidemment, il faut qu'elle soit bien positionnée. On peut passer effectivement d'une boîte à lettres à un correspondant formation qui est dans l'équipe de direction. Clairement, c'est un rôle stratégique, d'autant que maintenant, beaucoup d'établissements, ou de plus en plus d'établissements se dotent de projets de service qui sont formalisés. Et un projet de service formalisé est forcément accompagné d'un plan de développement de stratégie des compétences, parce qu'il est quand même relativement rare de posséder au sein d'un établissement toutes les compétences dont on a besoin. D'autant que les projets, certains projets demandent d'utiliser de nouveaux outils, donc on est bien dans des logiques de développement de compétences. Donc ça, je pense que c'est important de le souligner. Ce qui est important, à mon sens aussi, de dire, c'est que le correspondant formation, finalement, remet le centre régional de formation, puisqu'on a parlé des centres régionaux, remet le centre en prise directe avec la réalité des établissements, et ça je pense que c'est très important. Je pense que les structures de formation se professionnalisent de plus en plus, elles sont amenées à se professionnaliser, elles invitent leurs intervenants à se professionnaliser, et personne ne va s'en plaindre, bien entendu. On a toute la réglementation invite
encourage et demande aux organismes de formation maintenant de déployer des démarches qualité, mais il faut ne pas oublier que, enfin, il ne faut pas que les organismes de formation tournent sur eux-mêmes. Hein. Ils sont bien là pour rendre, je dirais, accompagner des professionnels qui ont des missions de service public. Et je dirais que la finalité, il faut pas la perdre en tête, elle est bien là. Et tout ce qui tourne autour de la démarche qualité de la formation est certes important, mais il faut garder cette prise directe avec, je dirais, les besoins des établissements et du terrain. Il existe je ne crois pas qu'il existe un référentiel de compétences pour les correspondants formation. Peut-être que ça manque et peut-être qu'il faudrait aussi évaluer la progression de ces correspondants formation et leur évolution en termes d'acquisition de compétences nouvelles par rapport aux pédagogies innovantes. Donc Mediatron-Alpes organise une formation chaque année là, pour les correspondants formation et ils réfléchissent vraiment beaucoup à ça. Et ce que me disait Marie-Madeleine Sabi là, quand je l'ai interrogée sur cette journée pour avoir un retour des homologues des autres CRFCB, c'est qu'elle disait, elle me dit on pourrait appeler les CF, au lieu de les appeler les correspondants de formation, on pourrait les appeler responsables de développement des compétences des personnels, ce qui serait aussi quelque chose qui inscrirait plus clairement leur mission, quoi. C'est ça, les missions des correspondants formation. Ça me permet de rebondir sur la démarche qui est en cours concernant la labellisation des bibliothécaires formateurs. Est-ce que quelqu'un souhaiterait expliquer un petit peu le principe ? Oui, l'ANSIB fait partie du groupe de travail qui est piloté par Mathilde. Est-ce qu'elle est toujours là, Mathilde ? Non, elle est partie. Donc Mathilde Barthes, qui est responsable du CRFCB médial. En fait, l'idée est venue de... Ce sont plusieurs idées qui se sont mises ensemble pour lancer ce travail. À l'origine, il y a une demande de labellisation par l'ANSIB d'une formation de bibliothécaire formateur qui a été mise en place dans le cadre du schéma directeur des universités alsaciennes. Et donc, c'est Anne Bourreau, qui dirige le SCD de Haute-Alsace, qui a pris contact avec l'ANSIB en demandant si l'ANSIB voudrait bien labelliser la démarche qu'ils avaient mise en place pour former toute une équipe aux compétences de bibliothécaires formateurs. Ça rejoignait une préoccupation de l'ANSIB qui voulait commencer à délivrer des labels de formation pour des formations qu'elle ne dispensait pas, mais dont elle estimait qu'elle suivait un certain nombre d'étapes, de processus qui n'est pas une démarche qualité, mais un certain nombre d'étapes qui pouvaient nous conduire à valoriser ces formations. Donc on a accepté à l'ANSIB d'accorder le label ANSIB à cette formation des universités alsaciennes. Et j'ai eu l'occasion de présenter ce dossier lors d'une journée d'échange entre l'ANSIB et les CRFCB, comme nous en avons une ou deux par an. Et là, l'idée a germé, et c'est Mathilde qui a vraiment fait émerger cela, qu'on pourrait discuter plus avant d'un référentiel de compétences pour les bibliothécaires formateurs et faire réfléchir l'ANSIB, les CRFCB, ceux qui ont déjà construit ce type de formation, notamment l'Université de Haute-Alsace. D'autres collègues strasbourgeois se sont joints à la démarche. Et les urfistes nous ont rejoints. Le réseau des urfistes a rejoint récemment le groupe de travail. Donc on est en train de valider un référentiel de compétences pour cette formation de bibliothécaire formateur, qui sera un référentiel national, donc validé notamment par les urfistes et les CRFCB et l'ANSIB. Et derrière, on envisage de faire référencer ce référentiel au RNCP, donc au répertoire national des certifications professionnelles. Il y a deux parties dans le RNCP, pour faire court. Il y a les diplômes qui sont dans l'inventaire principal du RNCP, et puis il y a un inventaire complémentaire qui pourrait permettre d'inscrire cette formation de bibliothécaire formateur, bien que ce ne soit pas un diplôme en tant que tel. Les difficultés que ça pose, c'est que jusqu'à présent, cette formation de bibliothécaire formateur dispensée en interne dans les SCD, c'est une formation de qualité, mais elle n'est pas évaluée.
Or, si on veut inscrire une formation au RNCP, même à l'inventaire supplémentaire, il faut définir des processus d'évaluation. Ça veut dire qu'il va falloir que les collègues qui veulent obtenir cette certification acceptent de passer des épreuves de validation de leur certification. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans nos démarches. Donc on en est là à imaginer quelles épreuves pourraient être proposées. Il y a une réunion qui va se tenir bientôt. On se réunit toujours en visioconférence. Donc il y a une visioconférence qui va bientôt nous être proposée pour discuter de ces aspects-là. Donc sur les compétences, juste donc il y a 3 grands blocs de compétences: compétences relationnelles et communicationnelles, interaction avec le groupe et pédagogie et didactique. Et en tout cas, ce qui est hyper intéressant, je trouve, pour le réseau des CRFCB dans ce dispositif-là, c'est que ça nous oblige aussi à mettre plus en relation nos catalogues de formation, à se répondre les uns les autres, à pouvoir aussi envoyer des collègues. Alors on sait que c'est toujours difficile de partir en formation pour les collègues, mais à dire à un collègue qui nous dirait je voudrais m'inscrire à telle formation qui rentre dans la certification bibliothécaire formateur, à lui dire écoute, nous on la fait pas cette année, mais si jamais tu veux vraiment valider cette compétence-là cette année, tu peux aller à Médial ou à Média-Aquitaine. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, je trouve, aussi pour nous, parce que ça nous oblige à travailler ensemble, à offrir quelque chose qui soit en réseau vraiment, quoi, avec l'ENSIB et les urfistes, puisqu'on travaillait chaque CRFCB travaille aussi plus ou moins avec l'urfiste de sa région, de son territoire. Et donc ça a créé des liens entre les urfistes et les CRFCB en termes d'offres de formation. Donc vous comprendrez bien qu'on va alterner entre des espaces très formels des écoles et des espaces un peu plus souples, comme celui de l'association de la DBU. Est-ce que vous pouvez nous faire part de quelques expériences en termes de management, de la qualité Alors oui, la commission ADBU a organisé l'année dernière en fait ce qu'on a appelé un séminaire ouvert, qui a été organisé en fait à proximité de Saint-Étienne. Et l'objectif était, enfin en tout cas la thématique abordée concernait les échanges de pratiques. Donc l'avantage d'une association et d'une commission, c'est qu'elle est totalement libérée de toute obligation réglementaire. Donc les marges de manœuvre sont, comme vous allez pouvoir le voir, totalement différentes. Et nous échappons, ça ne veut pas dire pour autant que nous ne souhaitons pas faire de la qualité, mais nous échappons à tous ces arsenaux et ces dispositifs très structurés. Alors, les échanges, ce séminaire donc a concerné les échanges de pratiques et le concept est simple en fait. L'idée c'est de mettre en relation des professionnels les uns avec les autres, de les faire travailler dans le cadre d'ateliers avec une formule qui est un établissement invite des collègues. La première journée se passe dans l'établissement et à Saint-Étienne, nous avons présenté à nos collègues ce qui nous paraissait être inspirant pour eux, pouvait les aider dans leur travail au quotidien. On a présenté, je dirais, nos réalisations. Donc quelques exemples, le bulletin interne qui est diffusé 2 fois par mois à l'ensemble des équipes pour améliorer la communication interne, donc le Quad 9. Nous avons montré que le travail autour de l'UX pouvait concerner les usagers, et notamment les étudiants, mais on pouvait aussi utiliser les méthodes UX à des fins managériales pour améliorer par exemple nos assemblées générales plénières. À Saint-Étienne, j'organise 2 fois par an des réunions générales où l'ensemble des personnels sont amenés à prendre connaissance des objectifs de l'année. C'est un exercice à la fois convenu et fastidieux et qui ne suscitait plus beaucoup d'enthousiasme.
Le congrès de Nice sur l'UX a été particulièrement inspirant de ce point de vue-là et nous avons décidé de mettre en place des démarches UX. Donc nous avons considéré que les collègues personnels du SCD étaient des utilisateurs et donc nous leur avons demandé, nous avons fait le parcours de l'agent qui vient donc à l'assemblée plénière, donc depuis chez lui jusqu'à son retour dans sa bibliothèque, en passant bien entendu par l'assemblée générale. Donc ça a été fort éclairant puisque on nous a renvoyé beaucoup d'ennuis, des difficultés matérielles, mais aussi de l'intérêt pour découvrir, en tout cas pour présenter les projets du SCD de manière tout à fait différente. Et donc nous avons évolué sur une formule type stand et atelier qui est maintenant beaucoup plus prisée et beaucoup plus, je dirais, courue par l'ensemble des collègues du SCD, ce qui permet de présenter aussi les projets d'une manière beaucoup plus dynamique et participative. Donc nous avons présenté cela à nos collègues. Hein. Nous avons également eu l'occasion de leur présenter la salle de sieste de la BU Santé, puisque la BU Santé à Saint-Étienne s'est dotée de cet espace en fait un peu de récupération pour les étudiants de médecine qui sont très fatigués. Donc mais il n'y a pas qu'à Saint-Étienne qui sont très fatigués. Et cette première journée donc d'échange de pratiques, de partage, s'est poursuivie le lendemain par une journée d'atelier où là, nous avons invité nos collègues à découvrir ce qu'étaient les groupes d'échange de pratiques à Saint-Étienne, puisque maintenant, depuis 3 ans, sur le constat que les formations à l'accueil n'étaient pas toujours la réponse la plus appropriée à l'amélioration de l'accueil et je dirais, au renouvellement de la relation à l'usager, nous avons développé un dispositif que je qualifierais de dispositif de formation dans le cadre d'une entreprise qui se veut apprenante. Nous avons développé des groupes d'échange de pratiques. Donc qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est un thème autour de l'accueil, animé par 2 personnels du SCD qui ont été formés à l'animation de groupe selon un protocole qui est le groupe d'échange de pratiques. Le groupe d'échange de pratiques, ça s'inspire des protocoles mis en place dans les unités de soins palliatifs. Alors évidemment, c'est beaucoup moins grave ce que l'on traite. Il s'agit d'analyser un problème professionnel et trouver des solutions de manière collective. Donc tous les 2 mois ou tous les mois, ça dépend des années, les collègues à Saint-Étienne sont invités à venir tout à fait librement pendant 2 heures pour exposer un problème professionnel dans un cadre qui est confidentiel, bienveillant et dans une volonté de résoudre en fait des problèmes. Donc nous avons présenté ces GEP qui existe, donc, comme je le disais maintenant, il y a 3 ans. Et en parallèle, autre atelier qui a été présenté lors de ce séminaire ouvert, c'est la méthode d'analyse de pratique. Ça, c'est autre chose. Là aussi, ça répond à un protocole particulier. Et nous avions fait appel à l'expertise de l'URFIS de Lyon, qui avait été associé à ce travail qui permet d'analyser des situations de travail à un instant T, un instant T1, et là aussi on est dans la qualité et l'évaluation, et d'essayer de comprendre pourquoi il y a eu une évolution entre T et T1 alors qu'on voulait un objectif, on s'était fixé des objectifs et qu'a priori on n'a pas atteint véritablement ce qu'on souhaitait obtenir. Voilà, donc ce sont concrètement, je dirais, des approches que l'on veut ouvertes, innovantes, qui ensuite, je pense, peuvent être totalement partagées et être réappropriées par les structures de formation. Et je pense qu'il peut y avoir des échanges tout à fait intéressants et constructifs entre justement des tentatives et des expériences de ce style, et ensuite des formations qui sont plus officielles, on va dire. Et comment tout cela pourrait être évalué ? Alors l'évaluation en matière de groupe d'échange de pratiques, je vous dirais que je pense que c'est
assez compliqué à évaluer, parce que le principe, en fait, le pari qu'on fait sur ces groupes d'échange de pratiques, c'est de se dire qu'au fond, la parole peut modifier les comportements. On est vraiment, la parole est un vecteur puissant de changement. Alors, je pense qu'on peut sans doute avoir des éléments de retour lorsqu'on fait des études de satisfaction, si on voit qu'il y a effectivement une évolution positive des usagers en matière dans le cadre d'enquête de satisfaction. C'est peut-être un indicateur qui montre que, je dirais, la relation à l'usager évolue. Je pense que je pense qu'on peut en avoir des indices et des éléments un petit peu. Enfin, je pense que c'est assez compliqué à évaluer. Je pense qu'il faut de toute façon, ce sont des démarches de longue haleine. Moi, je le mesurerais sur l'ouverture des équipes, à accepter des projets plus innovants qui font évoluer la relation à l'usager. Je dirais que c'est peut-être plus dans ce sens-là qu'on peut l'évaluer. Donc en fait, ça agirait plus sur les savoir-être, oui, que sur les savoir-faire en tant que tels. Oui, oui. Et je pense que de toute façon, dans nos métiers où la médiation est un des éléments les plus importants, c'est un de nos cœurs de métier. Le savoir-être est fondamental. Et peut-être que la temporalité aussi n'est pas la même pour évaluer donc ce type de formation. Non, pour moi, d'ailleurs, est-ce que c'est vraiment une formation? C'est de l'échange de pratiques. Je pense que ce sont des processus longs que j'évaluerais, moi, entre 5 et 10 ans. Est-ce qu'il y aurait des réactions ou des questions dans la salle? J'aurais aimé savoir, puisqu'on est tous en ce moment concernés par la RIFSEP, si la DBU justement a des perspectives en lien avec les répertoires de compétences. La commission telle qu'elle s'est en fait construite et telle qu'elle a défini son périmètre d'activité fin 2015, début 2016, j'irais concentré sur ce que je vous disais, cette volonté de réfléchir, d'organiser, de produire et de diffuser des outils et des méthodes et de faire des tester des méthodes un peu innovantes, ou en tout cas qui sont innovantes dans le milieu des bibliothèques. Le choix sur le statutaire et tout ce qui est réglementaire a été un petit peu évacué. Enfin, je pense qu'on va y revenir. Effectivement, l'actualité nécessite de reprendre, en tout cas de s'intéresser à ces sujets. Ouais. D'autant que vous n'êtes pas sans savoir que le conseil d'administration de la DBU et la présidence de la DBU vont être renouvelés cette année, et que très, très probablement, en tout cas au niveau de la commission formation, les pilotes et les membres de cette commission, qui ont déjà bien travaillé pendant 3 ans, vont sans doute en fait passer le témoin. Merci Brigitte. Pour compléter, l'ANSSIV a été contacté par plusieurs établissements qui ont mis des démarches d'évaluation des compétences, qui ont formalisé des démarches d'évaluation des compétences et qui souhaiteraient pouvoir avancer avec l'ANSSIV et avec d'autres interlocuteurs, bien sûr la DBU, sur ces questions de référentiel métier. Nous sommes très intéressés, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes en train de reconstruire nos référentiels de formation. Il n'y a pas de référentiel de formation sans des référentiels métiers solides, à jour. Formés, oui, mais à quoi et à quelle échéance? Nous avons besoin de ces référentiels métiers. Donc nous espérons qu'une démarche va se formaliser. Un des établissements avec lesquels nous sommes en contact doit essayer de faire émerger une démarche auprès du ministère, du DISTERD, pour ne pas le citer, pour que ces référentiels métiers soient peut-être remis à plat et que l'on crée cet observatoire des métiers, qui peut être un observatoire ou une plateforme, une simple plateforme, un groupe de travail un peu pérenne qui réfléchirait à ces référentiels et réfléchirait à la façon de les faire évoluer
notamment sur toutes ces soft skills dont a parlé Brigitte, qui sont si difficiles à développer, à formaliser et à évaluer, et qui sont largement absentes, je trouve, des référentiels métiers existants. Alors pour ma part et par rapport à la question du RIFSEP, j'ai évoqué très brièvement tout à l'heure le répertoire des métiers territoriaux qui est produit par le CNFPT, qui regroupe 35 familles professionnelles et qui pour chacune et pour chaque métier décrit le métier, l'activité mais aussi les compétences. Et je sais que c'est un outil de gestion qui est beaucoup utilisé par les collectivités dans le travail à mener dans le cadre du RIFSEP. Par rapport à l'évaluation, donc il a été dit ce matin que l'ENSIB, mais je pense que c'est le cas de l'INET aussi, est évalué dans le cadre de la politique d'évaluation de la politique d'évaluation des grandes écoles. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour par rapport à ce qui s'est dit? Politique d'évaluation, nous sommes soumis à un schéma proche de celui que décrivaient nos collègues tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes engagés dans un contrat qui est devenu quinquennal. Nous avons aussi une offre de formation accréditée, notamment pour nos masters, ce qui veut dire que tous les 5 ans, nous produisons une auto-évaluation. Et derrière, une délégation du HCE-RES vient évaluer l'école dans son ensemble, hein, pas seulement sa politique de formation, mais également sa politique de recherche, ses publications, sa politique éditoriale, puisqu'on a un pôle édition important, etc. Alors là, l'évaluation, elle commence un petit peu à dater, puisqu'elle s'est faite en 2015. Hein, je regarde Yves Alix qui voudra peut-être compléter. Dans les grandes lignes de l'évaluation, il y avait ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est-à-dire une nécessité de faire évoluer l'offre de formation et notamment l'offre de formation en direction des fonctionnaires stagiaires. On nous demandait aussi de formaliser davantage un certain nombre de choses, mais aussi il y avait des recommandations très pratiques, développer nos ressources propres, nous intéresser à une formation en direction du secteur privé, ce que nous n'avons pas encore réussi à faire pour l'instant, parce que ça demande toute une organisation interne, mieux formaliser notre politique de recherche. Enfin voilà, il y a des recommandations de ce type-là qui nous ont été formulées à ce moment-là, dont nous avons largement tenu compte et dans la démarche que nous mettons en place actuellement dans le projet d'établissement dont j'ai déjà parlé, et dans la nouvelle offre d'accréditation au niveau des masters, hein, très concrètement, on a tenu compte des pistes et des observations qui avaient été formulées. Est-ce que je réponds à votre question, Gladys? C'était ça ou non? Vous pensiez à autre chose? Des résultats un peu peut-être plus précis par rapport à ce qui a été dit les résultats par rapport à ce qui a été dit, on ne les a pas encore. Hein. On est dans un contrat qui va durer 5 ans et on va commencer, je dirais, en 2019, déjà à nous auto-évaluer pour le prochain contrat qui démarre en 2021. Donc à ce moment-là, nous allons produire une auto-évaluation par rapport aux recommandations qui avaient été faites à l'époque et à ce que nous avons déroulé dans notre projet et notre contrat, en prenant en compte les résultats chiffrés aussi, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a des indicateurs avec des jalons. Donc on commence déjà à regarder nos jalons. On a des jalons posés à mi-contrat, hein, donc 2017 pour certains, 2018 pour d'autres. Donc on commence à regarder si les jalons que l'on s'était fixés sont bien atteints. Quelquefois ça marche, quelquefois très concrètement on n'y est pas encore. Par exemple, l'un de nos jalons, c'est d'augmenter le nombre de dossiers d'inscription dans nos masters, puisque l'ENSIB est aujourd'hui davantage connu pour son offre de formation initiale que pour son offre de master, alors qu'on y investit énormément de temps et d'énergie. Pour l'instant, on n'y est pas. L'année dernière, on n'a pas réussi à faire augmenter ce nombre de dossiers. Cette année, on a développé de nouvelles méthodes, y compris en termes de communication. Si vous avez suivi l'ENSIB sur les réseaux sociaux, vous aurez vu qu'on a posté des vidéos, fait des webinaires. Enfin, on essaie de trouver tout de suite des remédiations possibles et on suit cet indicateur de très près. Voilà.
je peux en dire, mais peut-être qu'Yves, Alix veut compléter sur des éléments, d'autres éléments précis. Non, tu as pratiquement tout dit. Simplement insister sur le fait que c'est l'établissement lui-même qui s'évalue disons 2 ans avant que l'on conclue le nouveau contrat. Et c'est une difficulté parce que en réalité, un établissement de la taille de l'ENSIB n'est pas armé pour organiser cette auto-évaluation. Donc c'est effectivement une difficulté à laquelle nous allons être confrontés. Et par ailleurs, nous allons commencer à nous auto-évaluer. Ça, c'est les splendeurs de l'administration et de la technocratie, alors que nous serons à peine à mi-mandat. Hein, mais c'est pareil au niveau politique. C'est-à-dire avec une grande difficulté à voir où nous en sommes effectivement de notre trajectoire. Bon, on ne peut pas changer les choses, donc on va le faire. La nouveauté dans les contrats qui sont passés avec l'État, ce sont, Nathalie l'a dit, les jalons qui nous permettent effectivement de savoir où on en est à peu près 2 ans après le début du contrat dans notre progression. Mais c'est assez insuffisant. Alors, nous comptons beaucoup sur la façon dont le Haut Conseil de l'évaluation et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche, va nous aider à formaliser l'auto-évaluation, car le HCERS met lui aussi, Laurence Rick en a parlé ce matin, en place des modalités, des dispositifs, des outils pour aider les établissements à travailler à leur évaluation. Voilà. Pour moi, l'évaluation qui compte le plus, c'est l'évaluation de retour des utilisateurs de l'école. Alors, bien entendu, les étudiants, les apprenants, les élèves, mais aussi tous ceux qui utilisent l'école dans ses autres services. Et ça malheureusement, ça n'apparaît que très très peu dans le dispositif d'évaluation tel qu'il est organisé par le HCERS. Et à l'INET, vous faites partie aussi du réseau des écoles de service public ? Alors oui, on fait partie du RESP. À ce titre, on est aussi évalué de manière différée dans la lignée de ce qu'évoquait M. Alix ce matin. Hein. Auparavant, c'était quelque chose qui était mené par l'IFOP, qui est conduit maintenant par The Links, et qui conduit à faire une évaluation à 6-10 mois après la sortie, donc à évaluer les anciens élèves avec le retour de leur employeur et le regard des anciens élèves aussi. Donc ça, c'est vraiment une dynamique très intéressante pour nous orienter. Il y a également tout ce que j'évoquais tout à l'heure avec le retour de l'agence d'accréditation ICAPA et APA, les préconisations qui ont pu être faites. Et puis pour nous, il y a un indicateur vraiment majeur et essentiel, c'est l'employabilité de nos élèves. C'est leur facilité d'insertion dans l'emploi. Et pour nous, c'est vraiment l'indicateur qu'on suit le plus près et qui nous donne quelque part un gage de la qualité de la formation dispensée, à savoir l'adéquation entre le besoin dans les collectivités et les compétences que vont pouvoir déployer les élèves. Surtout que dans le cadre de la formation des A+, ce n'est pas comme à l'État, donc ils sont obligés après de postuler. Et donc, est-ce que vous pouvez expliquer quel est le rôle de l'INET par rapport à cette situation un peu différente? Oui, donc comme le disait Gladys, nos élèves postulent sur des offres d'emploi qui vont paraître sur on va dire les 6 mois avant leur sortie de formation. Donc ça veut dire pas forcément la garantie d'un emploi calibré à la sortie de la formation, ce qui donne quand même une certaine tension, je dirais, au parcours de formation. Et du coup, on a développé, comme pour la formation initiale des administrateurs et des ingénieurs en chef, une dimension accompagnement à l'emploi qui est très très forte, avec des modules emploi, avec le développement de leur participation dans des événements réseau où ils vont pouvoir rencontrer d'autres professionnels, se faire connaître aussi leur formation et ce qu'ils peuvent apporter, et des modules emploi qui vont être vraiment sur l'accompagnement individuel au projet professionnel, qu'on anticipe vraiment dès l'entrée en formation. J'évoquais tout à l'heure le temps de pré-rentrée où on va déjà prendre connaissance des profils des élèves pour pouvoir au mieux les accompagner, et ces modules emploi qui ont lieu tout au long de la scolarité et qui leur permettent le plus possible de pouvoir s'insérer dans le marché de l'emploi. La promotion fraternité qui est sortie en juin dernier a été complètement intégrée, donc les 17 élèves sortis sont en poste à plus 12 mois. Madame Renaudin, donc le Mediadoc met en place donc des outils d'évaluation. Quelles sont selon vous les limites de ces outils?
La question sera pour les autres intervenantes aussi. Alors, donc on a plusieurs outils d'évaluation, je vous disais, qui sont essentiellement des questionnaires. Donc les limites, elles sont assez évidentes. Il faut d'abord que les stagiaires aient envie de répondre aux questionnaires, qu'ils y répondent de façon pour nous pertinente, donc qu'on puisse utiliser, enfin c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, qu'on puisse utiliser les choses qui sont écrites dans ces questionnaires. On fait aussi, donc étant donné que les questionnaires, les réponses en ligne ou les réponses écrites sont pas toujours très claires ou qu'on n'arrive pas trop à en faire quelque chose, on fait aussi donc des évaluations à chaud à l'issue de chaque formation, une de nous. Donc nous, on est 4 à Mediadoc, donc on est une toute petite équipe. Mais on clôture chaque formation. On a par un tour de table, voilà, on essaie de... Sachant que c'est quand même un truc qui est assez fréquent dans les formations qu'on organise et que je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est qu'à l'issue de la formation, les gens, ils ont juste envie de partir, quoi. Donc, leur dire, mais non, restez, c'est hyper important, tout ça, c'est comme ça qu'on progresse et tout. Bon, voilà, on y arrive, mais c'est assez contraignant pour tout le monde. On a aussi des retours, puisqu'on répond à des appels d'offres des CNFPT, des délégations locales des CNFPT et puis des collectivités. On a aussi des retours là qui sont beaucoup plus formalisés de la part des CNFPT, des collectivités, voilà. Et puis donc là les limites sont aussi sont les mêmes en fait. Enfin, disons que quelque chose qui est écrit est difficilement bon. Enfin, c'est ce dont on parle tout à l'heure et du coup depuis tout à l'heure, pardon. Et du coup, nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est un autre type d'évaluation de la formation qui nous est venu quand on a organisé un voyage d'études là, qu'on a appelé voyage d'études bibliothèque innovante en 2016 au Danemark et en Suède. Donc, on est allé visiter des bibliothèques universitaires. Et donc, pour faire le compte-rendu de ce voyage, étant donné qu'on n'avait pas envie de faire des comptes-rendus hyper écrits, comme ça, que personne ne lirait, qui ne seraient pas très intéressants, qui sont déjà faits, on a décidé de demander aux stagiaires la petite chose qu'ils allaient mettre en place dans leur bibliothèque en rentrant. Et donc, ils ont tous écrit ce qu'ils allaient mettre en place en rentrant, et tout le monde l'a fait. Et ça, pour le coup, je pense que c'est un outil d'évaluation qui est, encore une fois, hyper empirique, et puis, mais qui nous a permis de nous dire, bon ben voilà, il y a des choses au moins qui ont servi dans ce voyage d'études, et qu'on a pu, qu'on voit maintenant concrètement à Toulouse ou à Montpellier. On voit des choses qu'on a vues en Scandinavie et qui coûtaient pas cher, qui n'ont pas été très longues à mettre en place. Voilà. Donc ça, c'est à mon avis ce genre d'outil-là qu'on doit essayer d'utiliser, mais c'est toujours, c'est assez difficilement tangible. Voilà. Alors nous utilisons évidemment les enquêtes à chaud et puis écrites. À l'issue de nos formations, que ce soit stage de formation tout au long de la vie ou formation initiale. Mais je partage l'avis qu'exprimait Emmanuel tout à l'heure. Je trouve que les retours à chaud, c'est-à-dire avoir une séance de réflexion pendant 1 heure ou 2 avec une promotion sortante, sont beaucoup plus riches et beaucoup plus intéressants que ce que l'on peut récupérer dans des questionnaires écrits. Qui lassent beaucoup, je l'ai déjà dit, on a de moins en moins de réponses à ces questionnaires, donc il faut qu'on revoie, on a un groupe de travail interne qui s'est constitué pour réfléchir à la manière de mieux poser les questions pour essayer d'obtenir des réponses. On est évalué aussi d'une certaine manière, et je n'avais pas compris votre question tout à l'heure, par la fameuse enquête du RESP dont Magali a parlé ensuite. Alors, cette enquête-là, elle est extrêmement intéressante, mais elle est faite à 6-10 mois, enfin nous on dit à 1 an de la sortie des bibliothécaires et des conservateurs. Donc elle nous donne une tendance, mais pas un retour terme à terme sur la formation qui vient de se réaliser. Ça a été très important pour l'ENSI, puisqu'on ne le cache pas, en 2013-2014, les résultats étaient devenus très faibles. Je crois qu'avec l'ENA, on touchait le fond, les 2 écoles touchaient le fond. Quand on touche le fond, il faut l'assumer et puis taper du pied au fond de la piscine pour remonter. C'est ce que l'on essaie de faire. On a pu constater, même si la dernière enquête, donc maintenant c'est The Links qui fait cette enquête, qui a été réalisée l'année dernière, en tout début de l'année 2017, avec un petit peu de retard, parce qu'il y a eu un changement de marché, donc l'enquête aurait dû se faire en 2016, elle s'est faite en 2017. Nous nous sommes évalués tous les 2 ans et pas tous les ans. Et bien, dans cette enquête-là, qui n'évaluait pas encore les résultats de la réforme,
l'ENSIB avait déjà remonté, hein, les résultats étaient un petit peu meilleurs dans le ressenti de la formation par les stagiaires. Les ressentis par les professionnels en poste qui accueillent des stagiaires en tant qu'employeurs ont toujours été bons, et le reste. Et c'est ce qui fait que cette enquête est aussi très difficile à exploiter pour l'ENSIB, puisqu'il y a un hiatus entre les deux impressions. Or, une formation qui se veut professionnalisante, elle doit prendre en compte les attentes des formés, mais aussi les attentes des milieux professionnels. Donc, dans nos conseils des professionnels, qui sont un autre outil pour faire évoluer les formations, nous avons parfois du mal à nous expliquer ces différences de résultats et à savoir jusqu'où les prendre en compte. Parce qu'une formation, ça reste aussi quelque chose de fragile. Moi, j'aimerais un petit peu finir là-dessus. Une formation peut marcher avec une promotion de 30 élèves et ne pas marcher l'année suivante avec 40. Elle peut marcher avec des gens qui viennent d'horizons différents ou qui vont aller dans des horizons différents, puisque nous, nos fonctionnaires stagiaires, savent qu'ils auront un poste à la sortie et les bibliothécaires savent quel poste ils auront à la sortie. Mais si vous avez un groupe de 5 à 10 personnes qui représentent une tendance dans cette formation, ce que ce groupe demande va devenir la demande de la formation et vous ne pourrez plus en sortir. Et vous aurez beau proposer quelque chose autour, ça n'ira pas, ça ne conviendra pas. Donc ce sont des équilibres très fragiles que les enquêtes ne permettent pas toujours d'anticiper et de conforter. On est toujours en train de rechercher cet équilibre. Moi, je voudrais vraiment compléter dans cette lignée-là. Je pense qu'il y a les outils et ils sont très importants et c'est ce qui nous permet aussi de structurer une démarche. Mais il y a aussi, c'est ce que Emmanuel Di Pretoro évoquait, hein, le feedback informel en fait qu'on va trouver lors de. Vous parliez des soirées de fin d'année. Moi, je pense plus au retour de promo qu'on organise. Je disais tout à l'heure, à 1 an, 3 ans et 10 ans, on va voir nos anciens, on va voir comment ils ont évolué, quels sont leurs besoins de formation au jour d'aujourd'hui. Et je crois qu'il y a cette dimension aussi. Connaissance des promotions. Nathalie évoquait la dimension collective du groupe et la façon dont il va percevoir la formation, dont il va se positionner, dont il va se mettre en posture d'apprenant aussi, parce que selon la dynamique des groupes, c'est pas toujours une posture qui est acquise. Et je trouve que ça montre aussi que malgré la rationalité de toutes ces procédures, et on a vu ce matin une présentation sur les approches qualité, c'est des démarches qui sont très structurées avec des apports universitaires. Et il y a quand même toute cette dimension, je dirais, informelle et humaine, la dimension confiance aussi entre les équipes pédagogiques, avec les élèves, qui fait que l'alchimie prend ou pas. Et je partage assez sur ces retours, ces évaluations, c'est pas non plus un fil conducteur absolu. C'est une dimension à prendre en compte fortement et ça nous intègre dans ces démarches qualité. Mais il y a aussi l'aspect professionnel des métiers de la formation qui fait que nos équipes pédagogiques vont prendre des orientations et vont intégrer ces évaluations en ayant connaissance d'un contexte plus global. Je regarde l'heure puisque je pense que tout le monde a peut-être des impératifs. Donc je renouvelle mes remerciements donc aux intervenantes et je pense qu'à la lumière de tout ce qui a été dit dans la journée, on se rend vraiment compte que c'est une tension vers une adéquation, vers un équilibre et que tous ces outils qu'on peut utiliser de manière très formelle et de manière très stricte ou avec d'autres démarches peut-être plus agiles sont autant de moyens d'atteindre en fait un idéal. Si vous me le permettrez, je souhaiterais juste terminer par une citation c'est de coutume, à l'ENSIB, j'ai cru comprendre, donc je terminerai par une citation donc de Frantz Fanon, qui est un médecin et essayiste. Mon ultime prière, ô mon corps, fais de moi toujours un homme qui interroge. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir cité Frantz Fanon, c'est très bien, je ne pourrais pas faire mieux, donc je ne ferai pas une nouvelle citation. Je vais simplement donc remercier tous les intervenants et intervenantes, vous tous qui avez suivi cette journée, qui vous dire donc que comme de coutume, la totalité des interventions a été filmée, enregistrée et sera donc disponible très rapidement, dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines,
sur le site de l'école. Donc vous pourrez retrouver l'ensemble de ces interventions